Bonjour à tous et à toutes. Merci Michael pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur aujourd'hui de venir vous présenter un peu ce qui se passe chez moi depuis le début de l'aventure. Ça a été en 2016-2017. Vraiment passer avant un monsieur qui s'appelle Marc-André Selos, ça me fait vraiment grand plaisir parce que c'est grâce à ces personnes-là que j'ai rencontrées dans le réseau Maraîchage sur le vivant, aussi avec Vers de Terre Production, avec qui je travaille un peu aujourd'hui. Toutes ces recherches qui ont été faites et qui nous ont permis à nous, agriculteurs, à comprendre le fonctionnement du vivant, comment ça se passe sous nos pieds là. Tout ça, aujourd'hui, grâce à eux, on a réussi à mettre des techniques de production qui sont vertueuses, on va dire, qui ont double sens, qui ont un effet positif sur l'environnement, un impact plus que positif d'ailleurs, parce qu'on est aujourd'hui des agriculteurs qui captent du carbone, qui redonnent de la vie au sol, qui développent la biodiversité et qui très rapidement, si on est de plus en plus nombreux sur le territoire, feront pleuvoir. Donc aujourd'hui, avec la canicule qu'il y a, je pense qu'il est plus qu'important de se tourner vers ces techniques agroécologiques. Et puis derrière aussi, la création d'une alimentation saine, nutritive, exempte de pesticides, d'engrais chimiques, et vraiment dans des techniques vraiment au-delà du bio, parce qu'on peut vraiment aller au-delà du bio. Donc je tiens vraiment à remercier un peu, même beaucoup, toutes ces personnes-là qui œuvrent parfois aussi dans l'anonymat et qui font que derrière, une nouvelle agriculture est en train de naître. Donc comme le nom de la conférence, c'est une petite intervention que j'avais faite à l'époque, parce que je n'ai pas vraiment préparé une conférence pour le bio-vivard, parce qu'on est complètement en pleine saison de maraîchage, et donc j'ai du mal à me tenir plus de 5 minutes devant un ordinateur en ce moment. Mais du coup, j'avais mis en place cette petite présentation, et on fera que les 15 premières slides, où on parlait de l'agroforesterie, la fertilité en MSV. En MSV qui veut dire maraîchage sur sol vivant. Ce sont les techniques aujourd'hui que de nombreux maraîchers sont en train de mettre en place et que l'on peut faire sur petite surface, voire sur grande surface. Donc moi, pour ma part, je suis sur 2 hectares. Comme je vous disais, l'aventure a commencé en 2016. J'étais poissonnier toute la première partie de ma vie professionnelle. Et puis, à force de puiser dans les océans, je me suis dit que peut-être il serait intéressant de faire quelque chose qui m'animait, quelque chose qui apporterait un plus et du sens à mon existence. Et puis, je me suis dirigé vers l'agriculture. Après quelques années compliquées quand même, l'année 2016, c'était pas la plus facile parce que, par manque de connaissances d'ailleurs, j'ai un peu pataugé. Et puis, en 2017, j'ai rencontré le réseau Maraîchage sur le vivant. Aujourd'hui, je suis président avec Colline et Vincent Levavasseur, qui sont plutôt des Normands. Donc le réseau, c'est vraiment national, le réseau Maraîchage sur le vivant. Et donc, au cours de ces présentations de fermes sur Internet, qu'on peut aller voir, c'est en libre accès pour tout le monde, on a eu aussi, j'ai eu la possibilité de voir pas mal de visios de monsieur comme Marc-André Selos ou d'autres comme Konrad Schreiber, Hervé Coves, Alain Canet. Ce sont des personnes vraiment qui sont très importantes pour nous dans le réseau, qui nous apportent énormément de savoir. Ça a débloqué la situation et qui ont fait qu'on a pu mettre en place des systèmes, des itinéraires techniques de production. Et avant tout, c'est celui que je vais vous parler en premier, c'est des systèmes de régénération des sols. Donc, car avant de sortir une production, il est plus qu'important de régénérer nos sols. Pour vous faire un peu le topo, la plaine d'Ille-et-Berris, donc le secteur d'Aisne et tous les alentours, qui sont à la base des terres typiquement maraîchères, mais qui ont connu, comme la plupart des terres agricoles dans le monde occidental, l'arrivée des tracteurs, des produits chimiques d'après-guerre. On a recyclé les bombes au nitrate et on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui, des cimetières à grande échelle, quoi. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on met les bonnes techniques en place, de ces cimetières, on peut en faire des oasis. Et c'est ce qu'on va aller voir au cours de la présentation. Donc je vais juste pour dire que le carbone est quand même une source de vie. Comme je vous disais tout à l'heure, on est des créateurs de biodiversité. Alors moi, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut protéger la biodiversité, sauvegarder la biodiversité. Moi, je me rends compte qu'en fait, plus vous allez mettre de carbone dans le sol, le carbone, on va en parler, c'est
le fruit de la photosynthèse. Pour vraiment le mettre d'une matière concrète, du carbone, ça peut être aussi bien du feuillage que de l'écorce d'arbre, qu'un fumier. Voilà. Voilà, nous on va parler de carbone et c'est un peu le fruit de la photosynthèse. Et on se rend compte qu'en fait, plus vous allez mettre de carbone dans votre sol, et tout simplement cette chaîne trophique va se mettre en route très très rapidement. Et nous on s'est rendu compte sur les parcelles que très vite ce sont les vers de terre qui sont revenus. Donc ça c'est vraiment notre allié premier dans nos systèmes de production, les champignons aussi et les micro-organismes. Mais les vers de terre, ça a été assez hallucinant et on peut en remercier un monsieur qui s'appelle Marcel Boucher, qui a fait de grosses recherches sur le ver de terre et qui aujourd'hui nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font dans nos sols. Et très rapidement, on s'est rendu compte que si on laissait les sols tranquilles, si on a ramené le gîte et le couvert pour tout le monde, on avait des populations de vers de terre qui s'est multipliées par 10 chaque année. Ce qui fait que sur mes parcelles, de l'année 2016 à aujourd'hui, on est passé de 200 kg de vers de terre à l'hectare à plus de 3 tonnes. Il faut savoir que le ver de terre, comme nous, mange du carbone et il va aux toilettes le lendemain, il fait de l'ammonium. Donc aujourd'hui, l'alimentation première de mes légumes, c'est un, des acides aminés, deux, c'est de l'ammonium, et puis trois, c'est les nitrates. Donc si on prend le cycle de la vie, on se rend compte que tout simplement, on a court-circuité les lois du vivant en amenant des nitrates directement aux plantes. Ce qui a été une grave erreur, ce qui a rendu des plantes faibles, ce qui a rendu aussi des sols de moins en moins fertiles. Donc si comme j'ai tendance à dire, nous, on ne se focalise pas sur l'alimentation de la plante. Nous, ce qu'on va faire, c'est se focaliser sur le sol, le rendre le plus vivant possible, lui donner un maximum d'énergie et lui apporter son alimentation. Et donc, on va soigner vraiment le sol et ça ne m'étonne pas s'il y a des civilisations passées ont donné le nom de Pachamama, de Gaïa au sol, c'est que tout simplement, ils avaient compris que c'était un être vivant, qu'il fallait en prendre soin. Donc, on en prend soin et derrière, il se passe d'assez belles choses, notamment déjà le retour de la biodiversité. Ce qu'on va aussi améliorer aussi dans nos structures par la mise en place de nichoirs, de systèmes agroforestiers, de mise en place de sous-étages, et on va le voir tout à l'heure sur les photos. Donc, bon, ça c'est les petites slides que j'avais fait sur quand on choisit un terrain, qu'on veut se lancer en agriculture. Selon l'agriculture qu'on veut mettre en place et la production, il est quand même intéressant de vérifier trois paramètres qui me semblent importants. C'est la hauteur d'une friche et la couleur du sol. Et ça va vous donner pas mal d'indicateurs. Des fois, il y a des parcelles où vous arrivez où il y a des hauteurs de friche assez conséquentes et là, bien sûr, la fertilité est déjà présente. Dans d'autres cas, il va falloir remettre en place et relancer les cycles. Et ça, on va voir tout à l'heure. Et puis, ça, c'est quelques petits tests que vous pouvez faire chez vous pour savoir si votre sol est riche ou pas. Un petit test bêche pour voir s'il y a de la porosité dans le sol, s'il y a des traces de vers de terre, si elle est une structure grumeleuse. Et on voit sa couleur. Donc ça, pour les jardiniers amateurs qui sont dans la salle, c'est toujours bon à savoir. Ça permet après de mettre en place des techniques de régénération éventuellement. Et puis le test du fer à béton, moi je m'en sers assez régulièrement, c'est pouvoir, s'il y a de la porosité dans le sol, tout simplement, voir si les vers de terre, les champignons, les micro-organismes ont bien fait le travail et si mon sol est bien vivant. Voilà, c'est un petit test que vous pouvez éventuellement faire chez vous. Et puis vraiment dans le gros du sujet, qu'est-ce qui s'est passé chez moi en 2017? C'est qu'on a relancé les cycles. On était sur des taux de matière organique très très faibles. Il faut savoir qu'en fait, quand on est sorti de la guerre au niveau national, on était sur des taux de 3,5 points de matière organique, ce qui était un niveau plutôt honorable. Et on va dire que nos anciens avaient fait le travail, c'est-à-dire que par l'apport de fumier, bien sûr on passait la charrue avec le cheval, mais on n'allait peut-être pas si profond que ça. On avait quand même une notion de prendre soin de son sol qui était très importante et empiriquement, on avait aussi travaillé sur ça et on se passait donc, on essayait de rendre à ses enfants une terre plus fertile que celle qu'on avait reçue. Là aujourd'hui on a pris l'inverse, on a pris le truc à l'envers et on rend à nos enfants des terres plus pourries qu'on a reçues. Donc imaginez le cercle qui est complètement vicieux et jusqu'où on va aller. Aujourd'hui, on se rend compte que si on enlève les engrais et l'eau, il ne pousse plus rien sur certaines terres.
Donc moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, bon, on va essayer de trouver le carbone le plus proche de chez moi et le plus disponible. Et en fait, j'ai juste traversé le TEC et je suis allé au centre Sidetom. C'est le centre de collecte des déchets verts du département. Et donc, il y a des sources de carbone assez magnifiques là-bas. Et donc, je suis allé chercher ce carbone là-bas. Donc nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que ce carbone, on a amené à petite dose, à coût de 50, à peu près 50 tonnes hectares. Ça fait à peu près 5 bennes, comme vous voyez sur la photo. Donc aujourd'hui, on est arrivé à peu près à un apport de 600 tonnes, ce qui a permis de faire passer nos parcelles. Il faut savoir que donc, le secteur d'Elne, on est sur 1,2 points de matière organique. Aujourd'hui, sur mes parcelles, on est entre 13 et 20 points de matière organique. Comme je vous disais, après-guerre, les grands-parents, ils étaient à 3,5 points. Alors c'est bien beau d'avoir la matière organique, mais derrière, il faut avoir la vie qui va avec. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, il faut offrir le gîte et le couvert. Donc, un toit constamment sur le sol et couvrir votre sol constamment. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est monté à 13-20 points. Les populations de vers de terre, elles ont explosé. Et ça se passe plutôt bien. Et chaque fois, alors là, j'ai bien aimé parce que la dernière fois, j'ai des collègues de l'INRA qui sont passés et qui m'ont dit « Mais c'est quoi ton azote? C'est quoi ton azote ?» J'ai dit « Mais je ne mets pas d'azote. Je ne mets pas d'azote dans le sol, je ramène du carbone et c'est la vie du sol qui va dégrader tout ça et qui va créer l'azote nécessaire à la plante. Mais dans tous les cas, je ne rapporte pas d'azote. » Et j'en parlais la dernière fois, alors, on m'a reposé la question à un collègue technicien sur Avignon. Il me dit « C'est quoi ton azote ?» Alors voilà, j'ai lâché le truc, je dis « Ouais, un petit peu de fumée de cheval. » Il me dit « Mais il n'y a rien, il n'y a que du carbone dans le fumier de cheval quasiment. » Je dis ben, tu vois, regarde. Comme quoi, c'est la vie du sol qui fait le travail chez moi, quoi. Donc là, en ce moment, chez moi, c'est la photo du milieu. C'est du sorgho fourragé. C'est une plante assez magique. C'est-à-dire que moi, j'ai eu tellement eu de succès sur la vente de mes légumes que mes 2 hectares ils sont toujours complets. Et donc, mettre en place de la rotation avec des couverts végétaux, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, j'ai cette plante assez magique qui, pendant 1 mois, du moment du semis, arrive à créer de la biomasse à plus de 2 mètres, 2,50 mètres. Et donc, ça me permet... alors, il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, ben voilà, moi, c'est mon labour, ça, en fait. C'est de mettre en place des plantes fourragères avec des systèmes racinaires assez importants et de la biomasse qui vont permettre de recapter du carbone, mais aussi structurer le sol. Donc, on envoie de la racine, de la racine, de la racine. L'idée, c'est de développer les familles de champignons dans notre système. C'est de créer des galeries, c'est créer de l'aération, de la porosité, parce que si on veut faire pousser un légume, alors il faut de l'eau, donc ça, on l'amènera toujours par la pluie ou le système d'arrosage, mais il va nous falloir aussi de l'air. Et l'air, c'est hyper important parce que les systèmes racinaires les plantes ont besoin de respirer. Et donc, le sorgho fait très bien le taf. Donc voilà, nous, cette semaine, par exemple, on va refaire ce que je fais avec le tracteur, là, c'est qu'on a un rouleau faca et on va coucher ce sorgho. Je vais remettre une petite couche de fumier, je remets mes toiles tissées et on va replanter nos choux pour la saison de cet hiver. Donc voilà, quoi, on travaille toujours sur un sol couvert. Et puis la troisième photo, ce sont mes lignes d'agroforesterie. Alors là, on est en période hivernale. Je les badigeonne avec une préparation en biodynamie. On utilise aussi la biodynamie sur nos parcelles parce que ça amène énormément de ferments et d'énergie dans le système, la biodynamie. Donc je ne vais pas faire trop m'étaler sur la biodynamie parce que ce serait un peu trop long, mais on va essayer d'amener un plus et des ferments dans notre système. Et puis on a plusieurs techniques, donc bon là je parlais de la biodynamie, c'est à gauche, c'est quand on fait les préparations 500, 500p, silice. Ça je vous invite à aller voir ces informations sur internet, il y en a pas mal. Et puis là à droite on est en train de débâcher un couvert végétal d'hiver. Donc des fois qu'on n'a pas le temps de passer le rouleau faca et de laisser mourir les plantes, on coupe la photosynthèse avec des bâches noires. Et derrière, on a un sol, comme vous voyez, tout propre, bien paillé, et on peut planter dedans directement. Donc voilà, c'est encore un peu d'occultation. Sur la photo de droite, c'est un petit paillage. Alors, quand j'ai la chance qu'on m'amène du foin ou de la paille, je m'en sers pour pailler.
Là-dessus, on avait mis, je crois, 7 ou 8 rumbaleurs sur une zone de 400 mètres carrés, donc ça ramène quand même pas mal de carbone. Et puis on avait fait des petites niches et on avait semé des graines de courge et les courges avaient poussé, ça y est, donc sans aucun désherbage, sans aucun problème. L'idée, c'est qu'on est dans une agriculture où on ne veut pas lutter contre la nature. On ne veut pas faire de désherbage, parce que déjà c'est chiant, et deux, c'est une perte de temps. Donc si on essaie de comprendre comment fonctionnent les mauvaises herbes, par exemple, les dites mauvaises herbes, on va comprendre que dès qu'on travaille un sol, on remonte un stock de graines. Il faut savoir qu'au mètre carré, on a à peu près 1 million de graines variées et qu'à un moment donné, il y a un facteur bioindicateur qui va lever la dormance de la graine. Donc dans certains cas, par exemple, si vous êtes sur un sol qui s'érode, vous allez avoir un type de plante qui va pousser parce que le facteur bioindicateur, c'est l'érosion. Et donc la nature réveille la dormance de cette graine qui normalement doit venir résoudre le problème. Des fois, le truc, c'est que le problème n'est pas résolu ou ça se fait à plus long terme et entre-temps, nous, vous cultivez, donc c'est assez embêtant. Donc, par exemple, moi, dans mon contexte, cette année, j'ai fait 2 secteurs où j'ai absolument mis le sorgho parce qu'il avait un gros système pivot et qu'il allait casser un peu les croûtes en profondeur parce que j'avais une petite compaction sur le sol. Et j'avais remarqué que j'avais des levées de dormance, par exemple, de rumex. Le rumex qui est une plante pivot qui vient solutionner le problème, mais qui, pendant mes cultures, me dérange un peu. Et donc, j'ai dit, allez, on va solutionner le problème, on va faire le sorgho. Tu veux la terre te demande de la racine pivotante pour améliorer les structures en profondeur, donc tu vas aller dans son sens là. Donc, c'est un très bon moyen pour... la nature nous parle, donc il faut automatiquement lui répondre plutôt favorablement. Donc, c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre. Et là-dessus, on est vachement inspiré par les recherches d'un monsieur qui s'appelle Gérard Ducerf. Et là-dessus, il a publié trois livres assez fantastiques avec un fascicule qui permet à n'importe quel agriculteur ou jardinier de par les plantes bioindicatrices qui vont pousser sur son terrain, faire une analyse de sol. Et donc ça vaut... j'ai jamais fait une analyse de sol, par exemple, en laboratoire chez moi. Je n'ai fait que regarder les plantes bioindicatrices. Et puis vous arrivez à un stade où quand vous commencez à avoir des plantains lancéolés, que vous commencez à avoir du mouron blanc et tout ça, vous avez des indicateurs d'humus de très bonne qualité, par exemple. Et c'est ce que je retrouve dans mon jardin. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et on est sur une flore assez variée, donc automatiquement c'est un bon signe. Mais, comme je vous dis, la permaculture demande beaucoup d'observation, et si on veut comprendre la nature, il faut vraiment l'observer au fil des saisons et mettre en place les techniques qu'il faut. Et puis quand on a fini de remettre en culture, de mettre en vie les sols, on passe à la culture principale. Les cultures chez moi, c'est sur des itinéraires assez longs, on va utiliser des toiles tissées ou des bâches d'ensilage ou du mulch, tout simplement du broyat au sol. Alors ça dépend des cultures. On essaye de plus en plus aller vers des techniques où on abandonne complètement le plastique, mais ce n'est pas facile, surtout quand on commence à avoir quelques hectares, quoi. Donc aujourd'hui on y va doucement parce que derrière il y a aussi une réalité économique parce qu'on a des structures qu'il faut qu'on fasse tourner et il faut qu'on arrive à se dégager des revenus. Donc ça c'est important. Mais grosso modo on y arrive pas mal. Donc je pense que d'ici 2 ans on aura quasiment abandonné une grande partie du plastique, sachant que le plastique que j'utilise c'est du plastique réutilisable. La toile tissée a une durée de vie de 15 ans à peu près. Et la bâche d'ensilage, j'arrive à la garder pendant 5 ans. Donc on essaye vraiment de travailler au mieux. La bâche d'ensilage, je l'aurai abandonnée l'année prochaine. Et là, par contre, sur tout ce qui est technique grande culture, comme les courges et tout ça, on va travailler sur du couvert végétal à forte biomasse pendant l'hiver, style des blés à paillotes et tout ça, qu'on va coucher à l'arrivée du printemps. Et on va semer directement les courges dans ce couvert. Donc ça, c'est une des techniques qu'on est en train de mettre en place. Mais on y va à tâtons parce que c'est tout nouveau. On sait qu'il y a quelques Américains du réseau qui ont commencé à le faire avec succès.
Donc nous, on va commencer à le faire, mais poc à poc, comme on dit chez nous. Et donc là, on revient un peu sur la phase de remise en vie des sols. Alors nous, on est toujours en train de se remettre en question. Et quand j'ai démarré la permaculture, il y avait une sorte de dogme qui était ne pas utiliser d'énergie fossile, ne pas travailler mécaniquement les sols et tout ça. Et j'ai fait ça sur une première parcelle, ce qui m'a coûté un canal carpien, parce qu'il fallait désherber, grelinette et tout ça, c'était pas évident. Et très rapidement, en voyant un peu les confrères et en allant chercher l'information, on se rend compte que l'énergie fossile est importante à petite dose à un moment bien précis. Et donc là, dans la phase de régénération des sols, on a utilisé les outils mécaniques qui nous ont permis vraiment de gagner énormément de temps, aussi devenir rentable très rapidement et aussi économiser le capital santé, parce qu'on a un métier qui n'est pas facile, on fait beaucoup d'heures, mais voilà quoi, il faut être assez réaliste, il faut nourrir du monde et on a encore besoin d'énergie fossile, mais je me rends compte que par rapport à mes collègues bio et conventionnels, mon tracteur il reste quasiment au placard, au garage toute l'année, quoi. Je crois que je le sors peut-être une quinzaine de fois dans l'année pour des durées d'1 heure. Donc, et le nombre d'outils utilisés est vraiment très très faible parce que derrière c'est le végétal qui fait le travail, quoi. Les vers de terre et tout ça. Et donc on a très très bien compris que un coup de charrue par exemple, ça va tuer automatiquement 80% des populations de vers de terre. Vous mettez un coup de charrue, c'est 80% des vers de terre qui s'en vont, c'est hallucinant. Par contre, si vous ne faites rien, ça revient très vite. Et nous, dès qu'on a mis les techniques de production en place, qu'on a ramené du carbone dans le système et tout ça, dès la première année, j'ai vu énormément de vers de terre juvéniles. Et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, donc, on a pas mal d'écoles du village qui viennent et tout ça, et on se régale à mettre des coups de bêche dans le sol et à montrer aux enfants l'utilité du vers de terre, les galeries, tout ce que ça peut apporter. Et c'est vraiment que du bonheur de voir ce vivant s'installer et nous rendre tant de services, quoi. Encore, ça c'est au début, quand on s'est un peu éclaté à ramener du carbone sur les parcelles. Donc ça, c'est une parcelle où on n'a pas fait semblant, comme vous pouvez voir. Il y a 150 mètres de bénage de broyat, quoi. Nous, on s'est rendu compte que dans des sols comme Elne, des sols assez légers, où on est sur des limons sableux, des sables, on a de l'eau grâce à l'irrigation, on a toute la canalisation du réseau BRL qui passe sur Elne. Si on fait bien le travail, et en plus on a de la chaleur, comme vous pouvez le constater ces jours-ci, même des fois un peu trop, mais on rentre dans des dynamiques où le vivant se déclenche très rapidement. Et donc on peut ramener des quantités de broyat rapidement et on peut faire monter les taux de fertilité très rapidement. Donc nous, on s'est rendu, là je me suis amusé sur une parcelle toute petite, ramener l'équivalent de 500 tonnes hectares d'un coup cette année, et ça pousse très bien, il n'y a aucun problème, quoi. Mais ces techniques-là, on peut le faire parce qu'on connaît son terroir, parce qu'on sait quel type de sol. On ne peut pas le faire sur tous les types de sols parce que tous les types de sols ne réagissent pas de la même façon. Mais vraiment, si on arrive à bien... je pense que le maraîcher de demain, l'agriculteur de demain, il faut vraiment qu'il s'imprègne de son terroir et qu'il connaisse sur le bout des doigts son secteur. Moi, j'ai des parcelles, 5 parcelles qui sont éclatées sur une distance de 400 mètres. Et entre 2 parcelles, c'est des textures de sol complètement différentes, qui demandent des techniques d'adaptation complètement différentes et des process culturaux complètement différents. Donc, la nature nous demande de nous adapter. Et donc, on ne peut pas faire le même itinéraire. Comme ils font les collègues, c'est plutôt facile, hein. On passe un coup de labour, une course de herse rotative, on fait des sillons, on plante, on met l'engrais, on plante et on arrose et ça pousse. Bien sûr que ça pousse, mais ça pousse jusqu'à quand ça va pousser? C'est ça le truc. Donc ça nous demande de nous adapter et c'est ce qu'on fait au quotidien. Bon, ça on va passer. Donc voilà, ça c'est quand on fait un couvert végétal. Donc là on est sur un couvert végétal d'hiver. Aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on a développé des activités autre que le maraîchage et on s'est lancé dans la céréale et aujourd'hui on produit du couvert végétal pour les viticulteurs par exemple.
Donc ça, c'est une fierté, c'est de se dire on est producteur pour des systèmes régénératifs. Et donc là, sur 6 hectares, cette année, on s'est amusé à faire du couvert végétal, de la semence de couvert végétal qu'on vend aux viticulteurs. Et donc c'est grâce à un des ingénieurs du réseau, Konrad Schreiber, qui nous a mis en place ce système de production et ce mélange que l'on peut aujourd'hui produire de la semence pour la viticulture plutôt méditerranéenne, parce qu'on a fait de la semence plutôt méditerranéenne, parce qu'on a des espèces qui sont gélives. Et donc nous aujourd'hui sur l'arc méditerranéen, c'est quand même le défi de continuer à produire tout en régénérant les sols, parce que ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Malgré tout, il y a des grosses solutions et on essaye de porter le drapeau de l'agroécologie au plus haut pour avancer sur des démarches vertueuses, convaincre sans pour autant embêter les confrères, hein, mais leur faire comprendre que déjà, l'agroécologie est très rentable au niveau économique. Moi, pour ma part, ça a été assez spectaculaire de voir la progression économique de l'exploitation. Donc, c'est vraiment génial. Et de deux, c'est de leur dire, les gars, vous allez faire des grosses économies et en plus, vous allez avoir votre image qui va s'améliorer. Parce que derrière, c'est tout le cortège biodiversité, alimentation, une amélioration du terroir, quoi, tout simplement, quoi. Donc, on espère vraiment convaincre et c'est ce qu'on arrive à faire depuis quelques années, notamment avec une association que j'ai lancée il y a 3 ans maintenant qui s'appelle Arbres et Paysages 66. Il y a un des techniciens qui est d'ailleurs dans la salle qui ont vocation de s'occuper de l'arbre hors forêt et notamment la plantation de systèmes de haies et de haies champêtres et d'agroforesterie dans les zones agricoles. Donc, et pas que dans les communes, chez les particuliers. Donc si un jour vous avez vraiment envie de planter, n'hésitez pas à aller voir Pablo qui est dans la salle de l'association Arbres et Paysages. C'est vraiment un super dispositif et ça ne coûte pas un rond quasiment aux planteurs. Donc il faut vraiment en profiter, quoi. Et puis voilà, ça c'est la petite image pour clôturer cette petite intervention sur la régénération des sols. Donc à gauche, rouleau Faca. Mais quand je me suis lancé, j'avais pas trop... financièrement, moi j'étais un peu à la rue quand j'ai démarré, j'avais 200 balles en poche. Donc c'était assez compliqué. On a joué au poker et chaque année on a remisé. Mais moi je me suis dit, tiens, comme on n'a pas un rouleau Faca, on va aller voir le voisin qui a des brebis. Et on va les faire paître. Et donc il y a une technique dans l'agroécologie qui s'appelle le pâturage tournant dynamique. Et ce pâturage tournant dynamique, on l'a mis en place dans nos zones d'agroforesterie. On a fait des chargements de 120 animaux à peu près sur des zones allant de 500 à 800 mètres carrés et on les faisait paître pendant 1 heure ou 2. Alors là, le berger était super content parce qu'on avait un couvert végétal magnifique avec de belles vesses, des belles légumineuses et tout ça. Il y avait un petit mélange de graminées aussi à l'intérieur. Mais voilà, les brebis, elles ont fait le travail. Et donc, dans une agriculture du vivant, l'animal est très important. Et donc, par les fientes et par les baves, ils ont ensemencé un tas de bactéries, de microbes dans le système et bien d'autres choses, plein de micro-organismes. Et ça a porté ses fruits très rapidement. Et donc, l'agriculteur de demain, plus ça va, plus en travaillant en adéquation avec le vivant, on se rend compte qu'on ne sera pas que des simples maraîchers. Mais ça va être une complexité de techniques qui vont faire qu'on sera de nouveaux agriculteurs, où on sera aussi éleveur, on sera aussi arboriculteur, on va être aussi céréalier, comme je vais pu vous le montrer avec les couverts végétaux. Voilà, apiculteur, voilà. Il va falloir vraiment apprendre, réapprendre et aller chercher de la connaissance pour faire que nos systèmes soient beaucoup plus vertueux et qu'on puisse apporter une pointe positive dans ce monde-là. Je vous remercie. Qui nous montre que voilà, il faut de la connaissance, mais il faut aussi de l'expérience pour que les choses marchent. Et c'est une belle démonstration parce qu'il nous donne un peu cette leçon et qu'il faut aussi observer et pas qu'appliquer des recettes. Et ça marche jamais, c'est comme pour faire un bon gâteau.
il faut aussi mettre du sien. La patte du chef. Être voilà, dans l'émerveillement aussi de ce qui se passe autour de soi et pas seulement dans la théorie. Voilà. Oui, après c'est vrai que moi j'insiste sur le fait de dire aujourd'hui il n'y a rien de perdu, quoi. On peut y arriver, quoi. On peut inverser la tendance, c'est juste que tout un chacun on doit mettre le coup de collier nécessaire pour y arriver. Et donc la dernière fois je rouspétais, comme on dit chez nous, parce que je suis un râleur né, c'est comme ça. et je disais à une collègue, mais au mieux de regarder tes séries Netflix pourries là, tu vois, je lui dis, tu pourrais pas prendre tes 2 heures par semaine, aller dans des associations, œuvrer. Moi je dis, je te demande pas de planter des arbres. Je lui dis, mais il y a plein d'assos, là dans le département, on a Arbre et Paysage, on a Slow Food, on a besoin énormément de bénévoles pour inverser la tendance. Parce que derrière, c'est un impact positif qui se passe. Je lui dis, vous soyez créateurs dans vos communes et tout ça. Moi, à Elne, on a mis 5000 arbres, quoi, hein. Donc, ça a mis 3 ans. On a créé des jardins familiaux en agroécologie. Et c'est que le début, quoi, hein. Et donc, il faut y aller, quoi. Tout un chacun, on est capable d'être créateur ou alors être suiveur dans des mouvements qui vont faire qu'on va inverser la tendance. Donc, aujourd'hui, allons-y, quoi. Martel Boucher? Pour les vers de terre? Ah, Gérard Ducerf. Alors, oui, je vais vous le refaire en répondant à la question. Elle nous demandait comment on faisait pour calculer le nombre de vers de terre à l'hectare. Donc en fait, c'est marrant ce que je vous racontais, mais c'est que les vers de terre n'aiment pas la moutarde. Et donc on appelle ça le test moutarde. Donc vous allez faire une dilution de moutarde, vous allez prendre 1 mètre carré, et puis vous allez calculer, alors il y a un protocole, vous allez calculer le nombre de temps, et donc ça il faut le faire automne, printemps, quand l'activité des vers de terre est la plus intense. Et donc au fur et à mesure qu'ils sortent, vous calculez combien il y a de vers de terre, et vous l'avez sur 1 mètre carré, et puis du coup vous multipliez à l'hectare, et vous savez combien vous en avez à l'hectare. Donc voilà. Après, attention, c'est un signe de fertilité qui est très important, mais j'ai un autre sol qui est très sableux, où là il y a très très peu de vers de terre, parce que les vers de terre aiment les sols à dominante plutôt lourde. Et donc on se rend compte que dans des sols sableux, alors je ne sais pas si M. Solos il est dans la salle pour l'instant, et tu vas le chercher, mais il vous en parlera peut-être tout à l'heure, mais on se rend compte qu'aussi dans des sols sableux, si vous ramenez de la vie, tout ça, vous allez avoir les champignons qui vont vous ramener énormément d'alimentation aux plantes. Donc, pas de panique, s'il n'y a pas de vers de terre dans certaines structures de sol, il y a quand même d'autres éléments majeurs qui vivent dans le sol qui vont vous ramener l'alimentation. Et donc l'autre question, c'était le nom de la personne qui avait mis en place les livres sur la levée de dormance des plantes bio-indicatrices, et il s'appelle M. Gérard Ducerf. Gérard Ducerf. Voilà, c'est très très intéressant. 3 livres et un petit fascicule qui peut vraiment vous aider. Voilà quoi. Après, si vous avez un tout petit terrain, vous en avez dans le PO, moi je vous les prête, vous pouvez faire votre analyse tranquillement. Madame. Merci pour cette belle intervention qui donne beaucoup d'espoir, puisque vous dites que rien n'est perdu. J'ai envie de vous poser une question. Effectivement, on vous dit toujours qu'on a besoin d'avoir une agriculture très intensive, et on voit que les paysans aujourd'hui ont énormément de mal à s'en sortir. Est-ce que vous allez pouvoir vivre de cette agriculture-là? Ben écoutez, alors en fait il faut comprendre un truc. Si vous écoutez l'agriculture traditionnelle, vous allez toujours entendre dire ouais, le prix de vente, le prix de vente, le prix de vente. Toujours en train d'essayer de tirer le prix au plus haut. Et en fait, si vous faites confiance aux lois du vivant, vous allez baisser vos coûts de production. C'est-à-dire que moi, la centrale agricole, quand j'y vais, c'est pour acheter que de l'investissement. Je ne vais pas acheter des consommables style azote, notamment de l'engrais.
je ne passe pas ma vie sur un tracteur en train de passer la charrue, puisque j'ai semé à la volée un couvert végétal et que j'ai des vers de terre qui, au bout, il faut savoir que le ver de terre, au bout de 3 ans, va vous retourner, ou 2 ans, 3 ans, va vous retourner tous les horizons à lui tout seul, parce qu'il ingurgite cette terre, et donc lui, il retourne. Donc ça, il n'y a pas de... Pourquoi s'emmerder, en gros? Donc tout ça, c'est des coûts de production, le désherbage, beaucoup moins de désherbage. Donc on baisse les coûts au niveau production. Donc après, moi par exemple, en AMAP, j'ai fait des paniers pour des familles de 4 personnes. Et par semaine, ça leur coûte 20 €. Quoi. Très gros panier. Michael pourra vous en parler parce qu'elle en prend quelques-uns en ce moment. Et donc je vends mes produits agroécologiques qui sont pour moi au-delà du bio parce qu'ils ont beaucoup plus de saveur, ils sont niveau nutritionnel, et là on est en train de travailler là-dessus, beaucoup plus important. Et donc je me suis perdu parce que je suis tellement fatigué en ce moment que je me perds des fois quand je parle. Mais qu'est-ce que je disais oui voilà, donc je fais des paniers à 20 € et vous irez le chercher dans des réseaux dits traditionnels de l'agriculture biologique, si vous le payez 40 €. Et pourtant, je vis bien. Aujourd'hui, moi, je me gagne... j'ai le salaire d'un cadre bancaire, tous les mois. Donc, moi, je suis allé à Montpellier, mais c'est pas pour me le raconter, je vous raconte ça, moi, j'ai rien à cacher, quoi. Moi, je suis parti, je vous ai dit, j'avais 200 balles en poche et on a investi 150 000 € sans passer par les banques en 5 ans. Mais, bon, parce qu'après, j'ai un niveau de vie plus que faible. Donc, moi mon bonheur, c'est d'investir dans mon exploitation agricole. Bon, bref, ça, c'est mon délire. Mais voilà, c'est une agriculture plus que rentable. Et là, par exemple, j'ai des collègues qui sont en agroécologie au niveau élevage. Toutes les vaches, elles sont à l'herbe, à l'enherbement. Ça ne mange pas de l'ensilage et des conneries comme ça. Et avec les cours actuels du lait bio, les mecs, ils vivent super bien. Parce qu'ils ont des coûts de production hyper faibles, quoi. Tout simplement, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ne pas aller vers l'agroécologie, c'est juste un blocage psychologique. Je pense qu'on a plus d'un agriculteur qui devrait se mettre sur un sofa et consulter, quoi. Ça devrait vraiment aider, quoi. Il faut balayer ses doutes, il faut balayer ses peurs. C'est pareil, c'est aller vers l'inconnu, ça fait peur d'aller vers l'inconnu, quoi. Et donc, moi, en fait, j'étais pas formaté à la base, puisque moi, j'étais un poissonnier. Donc, si vous voulez, quand j'ai pris des vidéos de vers de terre production ou de maraîchage sur le vivant et j'ai vu les mecs faire ça, moi, sans hésitation, j'ai fait ça. Mais si derrière, vous avez toute la famille qui vous dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est des conneries, il faut labourer chaque année, il faut faire ci, il faut faire ça », eh bien, du coup, ça vous met le doute, quoi. Et je ne vous cache pas que moi, dans mes premières années, surtout l'année 2016, j'étais un peu dans le flou au niveau psychologique quand même, parce que j'ai ma grand-mère quand même qui est issue d'un monde agricole. C'est mon arrière-grand-père qui était agriculteur. Et j'allais manger tous les midis chez elle. Et quand tous les midis on vous dit ça poussera pas, tu fais n'importe quoi, machin, c'est ça, je peux vous dire que psychologiquement ça attaque, quoi. Et il fallait vraiment que je sois hyper bien convaincu. Et que les vidéos de maraîchage sur le vivant et de vers de terre production, il fallait qu'elles soient vraiment bien faites pour que je me mette... Mais voilà, j'étais convaincu, j'ai bataillé. Et encore, il y a tant à apprendre. On est vraiment qu'au début de l'aventure, quoi. On ne sait pas tout ce qui se passe sous nos pieds encore. Et M. Selos qui vient d'arriver en parlera largement mieux que moi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à venir. Il y a aussi un monsieur qui pour moi a été très important et j'ai eu quelques discussions avec lui qui s'appelle monsieur Olivier Husson. Et cette personne-là, elle m'a appris des choses assez exceptionnelles sur la conductivité électrique des sols. On est sur une agriculture énergétique, on est sur une agriculture vraiment de la subtilité. Et chaque jour que ces infos nous arrivent, à nous de savoir comment on va faire pour pouvoir améliorer ces phénomènes dans nos systèmes agricoles. Et on se rend compte que ça marche. On a des plantes de plus en plus saines, des plantes de plus en plus savoureuses. Pourquoi elles sont plus savoureuses? Beaucoup plus digestes. Moi, j'ai des amapiens qui ne pouvaient pas avaler une salade parce qu'ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas digérer les fibres. Et certains qui ne pouvaient pas avaler un chou parce que l'odeur elle était trop forte pour eux, que ce n'était pas possible. Et bien là, aujourd'hui,
c'est même plus moi qui le dis, je travaille avec des chefs étoilés du département et hors département. Et s'ils ont choisi l'agroécologie, c'est pas pour rien, c'est pas pour mes beaux yeux. C'est juste que derrière, il y a une valeur ajoutée sur le produit qu'on sort du champ, quoi, tout simplement. Merci. André.